Bonjour, aujourd'hui dans les experts, je reçois Christophe Médici. Il est formateur en communication et management, life coach, auteur, conférencier professionnel. Bonjour Christophe. Bonjour Philippe et bonjour à tous tes auditeurs. Peux-tu nous parler de ton parcours s'il te plaît? Oui, bah écoute mon parcours. Donc je suis vraiment un homme de la transmission, un homme de la formation continue et du coaching. Ça fait 25 ans que je fais ce métier, que j'ai découvert que c'était ma mission de vie, qui était de transmettre, tu vois, tout ce qui touche à la communication, le management, autour toujours de la bienveillance, puisque j'ai fondé une méthode qui est protégée à l'INPI et labellisée, que je transmets aux quatre coins de France, d'Europe et de Navarre, j'ai envie de te dire, et même du monde, qui s'appelle la haute qualité relationnelle, la HQR, qui aide, si tu veux, grâce à des outils concrets, et je pense que tes éditeurs vont le comprendre, à améliorer le bien-être au travail, et Dieu sait s'il y en a, parce qu'il y a beaucoup de souffrance au travail, d'où le burn-out, la qualité de vie dans le couple, tu vois, c'est pour ça que je travaille depuis longtemps aussi dans les médias, sur une radio concurrente et néanmoins amie à la tienne, avec Brigitte Lahaye, tu vois, sur la qualité de vie dans le couple et tout ça. Voilà un peu mon parcours, et avec tout ça, j'ai fait un doctorat de psychosociologue. D'accord. Peux-tu nous raconter une journée type de travail? Tu te lèves le matin jusqu'à quelle heure à peu près, jusqu'au soir? Comment ta journée se compose? Moi, j'ai une journée, je suis un lève-tôt, couche-tôt, j'ai toujours eu. Alors, après, il peut y avoir des programmations liées à l'enfance, parce que je crois qu'on avait des parents qui étaient très lève-tôt, mais qui nous ont mis aussi des rituels dans la tête de lève-tôt. Mon papa se levait très tôt pour aller travailler, notre mère, pour faire rire tes auditeurs, je pourrais dire que moi, je connais pas les grasses matinées. Tu vois ce que je veux dire? Même en vacances, je ne sais pas faire une grasse matinée, parce que ma journée de travail, type, moi, je suis quelqu'un qui me lève tôt. Après, il y avait un dicton populaire qu'on disait beaucoup dans la famille, qu'on dit beaucoup entre amis aussi, tu le connais, et tes auditeurs le connaissent aussi, c'est de l'avenir appartient aux gens qui se lèvent tôt. Alors je dirais que je suis plutôt un lève-tôt, que j'ai des rituels du matin, parce que bah voilà, tes auditeurs doivent le savoir, mais la première heure de la journée est le gouvernail de votre journée. Donc avoir des rituels de bien-être, c'est très important au niveau du corps, c'est-à-dire faire 30 minutes de sport la première heure de la journée. Et on n'a pas besoin d'être des gens du nord de l'Europe pour le faire. Les Américains le font aussi. Ça s'appelle le Miracle Morning. Faire des rituels de pensée, des rituels émotionnels. Ça, c'est la première heure de la journée. Parce que chaque jour compte pour notre bonheur. À Dieu ne plaise, ça peut finir ce soir. Le pote qui allait au Bataclan et qui allait au concert, ils allaient à un concert. Ou le pote qui buvait un verre au Carillon, paix à leur âme. Ils savaient pas qu'ils allaient mourir ce soir-là. Donc chaque jour compte pour notre bien-être parce qu'à Dieu ne plaise, ça peut finir ce soir. Donc c'est pour ça qu'il faut avoir des rituels quotidiens de kiff, comme disait ma collègue Florence Servan-Schreiber dans son livre, 3 kiffs par jour, tu vois ce que je veux dire. Voilà. Sinon, ma journée de travail, c'est être à mon centre de formation ou donner des coachings. Alors en ce moment, cas de force oblige, on a eu beaucoup de stages qui ont été annulés, donc on fait beaucoup de distanciel, tu l'imagines bien. On travaille beaucoup via Zoom. On est tous des zoomers en ce moment, hein, voilà. Donc on fait des coachings distanciels, on fait tous des conférences distancielles. Voilà, d'ailleurs, tu l'as dit, je suis conférencier et pour tes auditeurs, j'en donne une samedi prochain autour d'un de mes best-sellers. Tu l'as dit, je suis auteur de 20 livres maintenant, j'allais dire 19, dont 5 best-sellers. Il y en a un qui s'appelle Libérez votre cerveau de son saboteur. Donc j'en donne une samedi 12 qui s'appelle Comment cesser de se saboter dans la vie, 11 clés pour neutraliser votre saboteur, qui est donc autour de mon livre Libérez votre cerveau de son saboteur. Tu as remarqué que parfois on se sabote dans la vie et qu'on n'atteint pas ses objectifs, ça te parle? Ouais, tout à fait, oui. Et puis il y a le syndrome de l'imposteur aussi. C'est-à-dire qu'on se dit effectivement on n'est pas capable de faire les choses, quoi. Alors ça, le syndrome de l'imposteur, c'est effectivement quelque chose qui est assez fort chez certaines personnes. Même quand elles réussissent, il y a une petite pensée dans leur tête et c'est effectivement une des langues du saboteur qui dit mais ils vont se rendre compte qu'ils se sont trompés. Ils vont se rendre compte que tu n'es pas à la hauteur, que tu n'es pas à ta place, que tu n'es pas fait pour ça. C'est une horreur. J'entendais même une fois pour te dire que même les grandes stars ont un syndrome de l'imposteur, parfois pour certaines. Jacques Audiard, que tu connais évidemment. Ah oui, oui. Aussi, voilà, bon. Il y a le jour où il avait reçu une de ses palmes, sa palme d'or, à Cannes. Un journaliste lui tend le micro et lui dit alors vous êtes heureux, vous êtes franchement vous êtes aux anges d'avoir eu ça. Il dit oh vous savez moi j'ai le syndrome de l'imposteur. Hein. Je me demande toujours s'ils ne se sont pas trompés pour n'importe quoi et même là avec la palme dans les mains, je me dis avec mon syndrome de l'imposteur ils se sont trompés, mon film n'était pas le meilleur. Tu vois c'est intéressant. C'est-à-dire que le syndrome de l'imposteur, tu as tout à fait raison d'associer ça avec le saboteur, même si le saboteur c'est beaucoup plus de choses que ça que j'ai constitué
il a 5 piliers, il a plusieurs langages, il a plein de choses. En tout cas, c'est une sub-personnalité dans la tête, effectivement, qui fait qu'il est là pour tout nous faire rater, notre saboteur. Tu vois, notre vie amoureuse, notre vie financière, notre vie professionnelle, notre vie tout. Et donc, je crois que c'est intéressant cette période où il a des alliés. Cette période, c'est quand même une des pires années de notre vie, n'est-ce pas, hein, très cher, hein, ouais. pour tes auditeurs aussi. Je veux dire, c'est l'horreur ce qu'on est en train de vivre. Et bien avoir pendant 2 heures, d'une façon très vivante, parce qu'on dit que moi je suis le Tony Robbins français, alors, surtout quand je donne des conférences en réelle présence, mais en distanciel, ça a la patate aussi, tu vois ce que je veux dire, des outils relationnels pour le neutraliser au quotidien et pour maintenir de l'optimisme, maintenir de la positivité, de la psychologie positive dans cette période si morose. Je crois que les gens en ont besoin. Qu'en penses-tu, Philippe? Ah bah tout à fait, tout à fait. On a besoin d'optimisme, on a besoin de croire, on a besoin de s'évader, on a besoin de se plonger dans d'autres univers. Exactement, exactement. Alors, tu es life coach, tu t'adresses à qui comme public? Quels sont tes clients? J'ai 2 profils de public. En business, on parle de business to consumer ou business to business, tu sais. Comme on est un centre de formation, mes stages, je les donne à de très grosses boîtes, comme des très moyennes ou des petites. C'est-à-dire, je forme autant les managers de Continental, ou tu vois, c'est pas une petite boîte Continental, hein, ou Autodistribution, ou EDF, ou la moyenne entreprise. Mais aussi, on fait beaucoup de salons. Et dans les salons zen et salons du bien-être, là, on rencontre les particuliers qui, eux, viennent plutôt, dans ce cas-là, à des stages de week-end que nous animons. Tu vois, donc les deux. Nos cibles, c'est autant les entreprises que les particuliers. Voilà, pour répondre à ta question. D'accord. Quand tu écris en tant qu'auteur, tu écris plutôt à la main au départ, sur papier, ou est-ce que tu t'épanches tout de suite sur l'ordinateur? Ah, c'est une très bonne question. Comme j'ai écrit 19 livres, enfin le 20e est sorti, mais c'est comme j'ai écrit 19 livres, les premiers livres, mon premier est de 2001, hein, donc c'est un par an à peu près que j'en ai écrit déjà. J'avais énormément de petits. Moi, j'ai coutume de dire, pour te dire, qu'en tant qu'auteur, quand on est en phase d'écriture d'un livre, on est enceinte. C'est intéressant, tu vois. Hein. C'est-à-dire qu'on est vraiment enceinte, on porte le livre. Ouais, c'est une gestation, quoi. Avec son livre. Tout à fait, c'est une gestation, même quoi. Si c'est pas... Ouais, exactement. Même si c'est pas de la fiction, hein, moi c'est du développement personnel et la psychosociologie, mais c'est ce qu'on appelle aux States mes livres là, des self-help books. Je traduis des livres pour s'aider soi-même. Donc ils ont tout le temps, chaque page, des dizaines d'outils concrets à utiliser au quotidien. Donc avant, pour continuer ce que je disais tout à l'heure, pour mes premiers livres, j'avais plein de petits carnets, j'en avais plein dans ma voiture, dans mes bureaux, dans mon bureau d'écrivain. Et à chaque fois que j'avais une idée autour d'un chapitre que j'étais en train d'écrire ou d'un prochain chapitre, je les notais. Et puis au fur et à mesure qu'on devient de plus en plus des Homo Connecticus, qui est d'ailleurs moi qui ai créé le concept, c'est un de mes livres en 2015 qui s'appelle Homo Connecticus, il y a eu beaucoup d'articles dessus, hein, tu en as lu beaucoup, hein, dans les journaux, dans Psychologie, Homo Connecticus, c'est mon livre, comment maintenir une haute qualité relationnelle à l'ère du numérique, c'est d'angle. Depuis que je suis Homo Connecticus, j'écris plutôt, quasiment tout le temps, ou à l'ordinateur, ou alors quand j'ai pas l'ordinateur, sur le smartphone, sur des notes sur le smartphone. Ok. Donc on parlait de tes clients, on a parlé effectivement du mode de l'écriture. En tant que auteur, tu t'inspires de qui en fait? Qui sont tes mentors? Alors, en tant qu'auteur, j'ai eu effectivement, tu as raison, on a tous des modèles, on a tous des... Je dirais qu'en tant qu'auteur et en tant que formateur, tu vois, mes mentors sont souvent des gens à la fois du domaine profond de la psychothérapie, des gens comme Carl Rogers, ça parlera à tes auditeurs qui connaissent bien la psycho, ou des gens qui sont dans la psychologie positive. Hein. Moi, ma méthode, la HQA, elle est dans la mouvance de Martin Seligman, qui est un grand professeur d'université et auteur, et le fondateur de la psychologie positive aux États-Unis, à l'université de Pennsylvanie. Il a écrit des livres fabuleux, dont un que je te conseille et que je conseille à tous les auditeurs, qui s'appelle La force de l'optimisme, qu'on trouve en poche d'ailleurs. Pour muscler son optimisme, c'est génial, et puis des dizaines d'autres. J'ai d'autres mentors. Pour parler de mentors, évidemment, Tony Robbins, dans notre métier à nous, c'est le De Gaulle, si tu veux, tu vois ce que je veux dire. Oui, tout à fait, ouais. Tony Robbins, il reçoit, il est multimilliardaire, il de le dire. Lui, quand il fait des shows, des conférences, ça dure 3 jours, 4 jours, il gagne 4 millions de dollars ou 5 millions de dollars les 3 jours, enfin, tu vois, et il fait des shows dans le monde entier. Il a coaché tous les grands de ce monde, parmi les plus grands présidents de la République. Voilà, donc c'est un mentor, évidemment, puisque on m'appelle le Tony Robbins français.
C'est-à-dire que je donne des conférences moi aussi devant 1000, 2000, 3000, 5000 personnes. Je fais des grands rex, je fais des zéniths. Et j'adore ça parce que je suis un showman. Donc, ça me rappelle mes années théâtre, parce qu'entre 20 et 30 ans, j'ai fait pas mal de théâtre, tu vois. Mais je n'y étais pas complètement. C'était pas ma place. Ma place, c'est aujourd'hui. Voilà. Mais ça m'a aidé à apprendre la voix, le corps. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Voilà. Justement, Voilà tu enchaînes sur quelque chose qui m'intéresse au niveau question. La voix, c'est la présence. La voix, c'est s'installer, c'est s'ancrer quelque part. Comment tu travailles ta voix? Comment tu travailles ta présence? Alors, j'ai fait beaucoup de théâtre, hein, je te l'ai dit. Et puis, en parallèle à tous ces métiers-là, qui sont quand même des métiers de scène, tout ce que je te raconte depuis le début de notre entretien, c'est d'accord, c'est des métiers de scène. Oui, tout à fait, ouais. Devant toi, tu as 24 personnes ou 28 ou 30. Quand tu donnes une conférence, c'est un métier de scène. Quand tu coaches, c'est un métier de scène. Et tu as absolument raison. La voix est essentielle parce que pour moi, la voix, c'est au minimum deux choses. C'est une signature de l'identité de quelqu'un. D'ailleurs, il y a des gens, des voix qu'on aime et des voix qu'on n'aime pas. Hein, c'est vrai. Nous-mêmes, on voit bien chez nos stagiaires ou nous-mêmes, est-ce qu'il y a des gens qui détestent leur voix, il y a des gens qui aiment leur voix. Et puis, deuxièmement, la voix, c'est le véhicule des pensées et des idées qu'on a. Et c'est très important parce que, je pense effectivement, je te l'ai dit, qu'en autre métier, je fais le même métier que toi, c'est que je suis animateur chroniqueur à la télé et à la radio, sur François, BRFM, pour la télé, je fais énormément d'émissions à D8 à l'époque de Bien-être de Charlotte Savreux, et puis je fais de la radio, j'anime plein d'émissions de radio, donc à la radio, là, nous sommes à la radio. Les gens qui vont nous écouter là pour notre entretien, Philippe, on n'a que notre voix, on est d'accord pour les. Ah bah oui, on crée de l'imagination par les mots, hein. Exactement. Et d'ailleurs, on dit qu'une voix souriante, qui a un sourire et un rire, on le sent. Une voix ensoleillée, on le sent. Une voix vivante, on le sent. Tu comprends ce que je veux dire? Et quelqu'un est passionnant parce que justement à la radio, parce que justement, il sait capter l'attention, tu vois, en jouant aussi avec sa voix. Ce que tu fais en tant qu'animateur radio. Voilà. Donc, oui, le charisme, je dirais qu'il y a des bases, et puis ça se travaille. Les deux, ça se travaille aussi. Est-ce qu'il y a tu parlais de la radio, est-ce qu'il y a des films justement effectivement qui t'ont plu sur la radio? Je pense à Talk Radio, je pense à Tout le monde il est beau, Tout le monde il est gentil, je pense à Radio Corbeau, etc. Est-ce qu'il y a des films qui t'ont marqué au niveau de la radio? Il y avait un film avec Clovis Cornillac aussi, et puis Mathieu, et puis comment il s'appelle, qui s'appelait Radio, tu sais, c'est une bande de copains. C'est pas Radio Libre? Ouais, non. Radio Cité? C'est un film qui est assez récent, tu sais, avec Clovis Cornillac. Ouais, je l'ai vu, mais je me rappelle plus du titre du film. Ouais, moi aussi, je cherche le nom. C'est pas Radioscopie, c'est Radio Star. Radio Star, voilà, tu te rappelles? Et ils sont en chute libre, donc ils sont obligés d'aller en province, faire des émissions en direct, en show, sur les places. C'est génial. Tout à fait. Avec Mathieu, le Réunionnais, là, qui fait aussi des one-man shows. Il joue dans ce film, il a un des rôles principaux. Enfin, ce film m'a marqué, oui. Je dirais que pas au niveau de la radio, mais au niveau de la voix, mais c'est assez proche. Le film qui a été un bijou, ce film qui s'appelle Le discours d'un roi, tu te rappelles? Ce fameux roi d'Angleterre qui était bègue et qui a pris énormément de cours d'expression orale pour ne plus bégayer quand il faisait ses discours. C'est un film extraordinaire qui a à peu près une dizaine d'années. Je sais pas, mais pas mal de tes auditeurs ont dû le voir. C'est un très beau film, Le discours d'un roi. Très beau film. Et c'est une histoire vraie en plus. C'est une histoire vraie, ce roi d'Angleterre là, du XXe siècle qui était bègue et qui n'arrivait pas à enchaîner un mot derrière un autre. C'est très difficile pour faire de la radio, n'est-ce pas, hein? Ah, bah oui, c'est clair, oui. Pendant des jours et des mois, il y a eu un coach. Et tout le film, c'est l'apprentissage de ce bègue. On dit d'ailleurs de ça du nouveau président de la République des États-Unis, qu'il était bègue, enfant et ado. C'est une réalité, que j'ai entendu. Il était bègue. Et donc, il a énormément travaillé toute son enfance, son adolescence pour ne plus bégayer. Et on le voit pendant la campagne, parler à un enfant qui dit qu'il bégait, que, regarde, on peut devenir un jour président de la République alors qu'on a été bègue. Oui, bah, il y a bien François Bayrou, effectivement, qui était bègue et qui a bien amélioré sa communication. Hein. Exactement. Lui aussi, en travaillant énormément. Comme tout, je pense que si on fait beaucoup d'efforts dans la vie, c'est pour ça que je crois vraiment à nos métiers, les métiers de la formation, du coaching, parce que on aide les gens, et c'est un terme américain très connu, à devenir une meilleure version de soi-même, tu vois. Et il n'y a rien de plus beau chaque jour de se dire, tiens, en quoi je peux progresser, tu vois. Pour ça, on a besoin d'accompagnement.
Alors, C'est vraiment, je vais te poser une question récurrente maintenant que je pose à tous mes interviewés. Comment tu trouves ma façon d'interviewer les gens? Ça amuse beaucoup les gens, ça. Comment tu trouves ma façon d'interviewer les gens? très bonne parce que tu as une très bonne écoute. Tu es très empathique, ça se sent. Tu laisses sa place à l'auditeur, je veux dire à ton invité, pardonne-moi, et tu le laisses développer et dérouler sa pensée, ce qui est le cas de peu en fait d'intervieweurs. Parce qu'aujourd'hui on est à la culture du fast, et bien souvent, tu le vois bien à la télé, moi qui suis sur les plateaux de télé à longueur de semaine, généralement on coupe la personne au milieu de la première phrase. Il n'a pas du mal même à finir la première phrase, ce qui n'est pas ton cas. Et j'ai envie de dire, il y a un autre problème de certains animateurs, c'est que l'animateur vole la vedette un peu à celui qu'il a invité. C'est-à-dire que c'est lui qui va parler du sujet, plus que l'invité qu'il a devant lui. Tu me comprends ou pas? Et ce qui n'est pas du tout ton cas. Tu es vraiment très empathique et très à l'écoute de tes invités. Donc bravo, très bon intervieweur. Ah, je suis un passeur, comme je dis souvent. Moi, je suis un passeur. Je suis là pour faire passer les messages. Voilà. Et tu invites des gens qui peuvent passer un message. Si j'avais un message à passer en ce moment là, dans notre époque aussi violente, t'as vu, avec tout ce qui nous arrive, parce que comme disait Chirac, les emmerdes volent en escadrille. On a une autre lot ces dernières semaines, ces derniers mois. On est d'accord. C'est clair. Ça s'accumule, on est d'accord. Tout à fait. On n'est pas assez du Covid. Il y a eu l'assassinat de George Floyd. Il y a eu Paty, moi, c'est à 4 km de chez moi. L'assassinat de Samuel Paty, paix à son âme, a été pour moi, mais vraiment horrible à vivre, puisque j'étais à la base étudiant en histoire et j'aurais pu être prof d'histoire géo. Avant de faire la psychosociologie, j'étais à la Sorbonne en histoire. Eh bien, tu vois, si j'avais un message à passer, c'est dire aux gens, écoutez, on est tellement dans une période terrible qu'on ne pourrait pas essayer d'être en contraire, en empathie, en paix les uns avec les autres et s'entraider, être solidaires et à se... Voilà, alors évidemment, ça a un côté de bisounours, ce que je suis en train de dire là. Et les gens qui sont dans la communication non violente et qui passent de l'amour. Mais tu sais, je repense souvent à cette phrase de Jimi Hendrix qui disait « Quand le pouvoir de l'amour l'emportera sur l'amour du pouvoir, l'humanité connaîtra enfin la paix ». C'est joli, hein? Ouais, c'est joli. C'est joli, ça, oui, et malheureusement, non, c'est continuellement, et là, c'est les uns contre les autres, et puis après, il y a les complotistes contre les anti-complotistes. Puis toute l'année 2021, je te dis, sans jouer les prophètes, c'est ce que ça va être, les anti contre les pro-vaccins, et les ceux-ci contre au pays de Pasteur, c'est beau quand même, et ceux qui ont vu Hold Up, et qui disent qu'on est sous complet, puis ceux qui sont contre Hold Up. Bref, c'est continuellement les uns contre les autres, et moi, j'aimerais qu'on soit dans le avec, puisqu'on est quasiment tous dans la merde, dans le monde entier. Donc, il n'y a qu'une race, c'est la race humaine. Et si on pouvait lutter contre cette pandémie qui est là, Volins, comme vous, comme d'autres, des gens qui ont eu des morts autour d'eux, ou ceux qui l'ont eu, moi j'ai quelques amis qui l'ont eu ces dernières semaines, eux ils arrêtent de dire qu'il n'existe pas qu'elle n'existe pas la maladie, je peux te dire, parce que quand tu as été au bord d'aller à l'hôpital, et puis un peu de respect pour les morts, aux centaines et aux milliers de gens qui meurent tous les jours. Non mais qu'est-ce que c'est que ce délire de complotisme? Alors la grippe espagnole, c'était un complot aussi. La peste noire au 19, c'était un complot. Enfin, il y en a toujours eu des pandémies dans toute l'histoire de l'humanité. Quant au vaccin, excusez-moi, on est un pays il a inventé la vaccination, Pasteur. C'est grâce à lui qu'il n'y a plus la rage. Mais avant, il y a eu Jenner qui a trouvé le vaccin. Mais les gens savent-ils qu'en moyenne, selon l'OMS et les dernières études, les vaccins on sauve entre 2 millions et 10 millions de vies par an. Grâce au vaccin, on a éradiqué la tuberculose, on a éradiqué la rage, on a éradiqué la variole, on a éradiqué, je t'en rajoute encore, des maladies qui ne sont plus là et qui tuaient à longueur de journée. Et là, on est en train de faire la fine bouche, on voudrait retrouver notre vie normale, et les Français, le pays de Pasteur, fait la fine bouche, alors qu'on a trouvé peut-être enfin une lueur, mais moi je vais être le premier à aller me faire vacciner. Enfin, les Anglais vont faire vacciner la reine d'Angleterre et le roi d'Angleterre. Elle a 94 ans et lui 99 ans. Tu crois que s'il y avait le moindre risque, ils vaccineraient leur reine d'Angleterre? Enfin, voyons. Non, mais franchement, parfois, moi, j'ai de la France au cœur, parce que j'aime notre pays et j'aime sa singularité, j'aime notre peuple, parce que c'est un peuple de révoltés, mais c'est un peuple de critiqueurs, c'est un peuple continuellement de la mauvaise pensée critique, c'est-à-dire de plaintifs, et là, ça va pas, quoi. Allez tous vous faire vacciner, enfin, et qu'on retrouve une vie normale. Alors, on va terminer effectivement cette interview avec une dernière question. Comment tu te projettes dans un an, Christophe? Je me projette dans un an
avec une vie qui ressemblera un peu plus à l'année 2020 que j'aurais dû avoir s'il n'y avait pas eu cette pandémie, c'est-à-dire à donner des conférences à longueur de semaine, à continuer à animer mes émissions de radio, à chroniquer à la télé, à écrire encore 1 ou 2 livres, pas un livre par an, avec un livre supplémentaire, puis surtout avec le fait que, voilà, moi je me suis fixé un goal dans ma vie, impacter au moins 10 millions de personnes à ma méthode, la haute qualité relationnelle, qui est protégée à l'INPI et labellisée. Il n'y a que nous qui pouvons former à ça. Je suis le seul. J'ai protégé cette méthode en 2006. J'ai déjà formé 120 000 personnes. Et puis voilà, j'ai formé à Saint-Pétersbourg. J'ai coutume de dire que j'ai à Tombouctou là formé. J'ai formé au Maroc. J'ai formé au Québec. J'ai formé aux States. Je forme aux 4 coins de France. Et bien dans un an, je me projette à donner des conférences et mes stages à ma méthode, qui est ma mission de vie. En fait, à vivre ma mission de vie. En ce moment, tu sais, je vais te dire, hein, je vis moi avant le Covid, je vis la vie de mes rêves. Je vis la vie de mes rêves. J'ai transformé mes objectifs en réalité. À partir du moment où j'ai ma mission de vie et que je la transmets, que je suis the one, c'était nous les promouvants, les jaunes, on a besoin d'être the one. C'était l'unique de quelque chose. Tu vois, comme un chanteur qui crée ses chansons, comme un peintre qui peint ses toiles. Tu vois ce que je veux dire? Comme un, voilà. Souvent, c'est quelqu'un qui est de la famille des communicants, des promouvantes, et on a besoin d'être the one de quelque chose. Moi, je suis the one de quelque chose. J'ai amené quelque chose, modestement, Pierre à l'humanité. Voilà, tu verras que dans mes 19 livres, il y a le nom de ma méthode, donc énormément de mes livres. Je peux conseiller à tes auditeurs d'aller les voir, notamment savoir gérer les personnes toxiques, parce que ma méthode aide beaucoup à gérer les personnes toxiques au travail. Voilà. Voilà comment je me projette dans un an. Est-ce que tu me permets de dire un dernier mot? Oui, bien sûr. Et puis on va conclure, Christophe. Voilà, si certains de tes auditeurs de ta formidable radio ont envie de venir à ma conf distancielle samedi matin, c'est à 11h le 12, samedi, ils peuvent m'envoyer un mail à conf@gmail.com et pour les 20 premiers qui m'enverront un mail tiré de ton émission, je leur offrirai mon livre. Mon livre, c'est donc Libérer votre cerveau de son saboteur. Voilà, ça va être une conf géniale. Donc, je répète le mail, conf@gmail.com, Philippe. Voilà. Parfait. Bon, ben vous aussi, si vous voulez être interviewé, vous pouvez me contacter sur contact@libre-antenne.fr. Notez sur vos tablettes contact@libre-antenne.fr. Le bateau amiral pour écouter les interviews, c'est le www.libre-antenne.fr. www.libre-antenne.fr. Et je vous dis à très bientôt avec un nouvel invité. Merci Christophe pour effectivement cette volonté, cette passion effectivement qui t'habite. Et ça, c'est très très important. Merci de ton invitation. Merci. À très bientôt. Ne quitte pas, je te retrouve en antenne.